Bienvenue sur cette deuxième vidéo sur comment débuter la photographie animalière. Alors aujourd'hui, on va de nouveau pas voir de photos, mais on va voir comment bien exposer ces photos. Et une question que les débutants se posent souvent, quel mode dois-je choisir pour prendre ma photo? Et pourquoi et c'est important de gérer cette lumière? C'est que si vous avez trop de lumière qui rentre dans votre appareil photo, vous allez avoir les hautes lumières, donc ce qui est plutôt lumineux, qui va être trop lumineux et à un certain point vous allez avoir ce qu'on appelle des blancs cramés, c'est-à-dire que le pixel va être blanc, très lumineux et il ne contiendra aucune donnée, vous ne pourrez pas récupérer les vraies données que vous avez dans la réalité à ce niveau-là, ce pixel, en post-traitement. Et inversement, si vous n'avez pas assez de lumière, le pixel va devenir tout noir et il va rester noir peu importe votre traitement derrière. Donc c'est assez important d'avoir une bonne gestion de l'exposition pour avoir des données correctes sur toute la photo. Donc pour caricaturer, si vous prenez une photo vraiment trop surexposée, vous aurez une photo avec un carré blanc et vous ne pourrez rien faire d'autre, il sera tout blanc. Et inversement, il sera tout noir s'il est sous-exposé. Donc qu'est-ce que j'entends par bien exposé? C'est donc gérer la quantité de lumière qui arrive dans l'appareil photo. Pour ça, c'est des bases qui sont assez normales en photo que vous allez pouvoir utiliser sur tout type de photos, de portraits, de paysages ou animaliers. Donc la base, c'est le triangle d'exposition. Donc le triangle d'exposition, c'est 3 paramètres. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un triangle. Il y a 3 paramètres qui vont vous permettre de gérer votre exposition. Le premier, c'est la vitesse à laquelle vous allez prendre vos photos. En fait, votre photo va laisser rentrer de la lumière pendant un certain laps de temps. Ce laps de temps va être choisi par vous avec la vitesse que vous donnez. Donc si vous donnez une seconde, la photo, elle va prendre une seconde. Et à ce moment-là, vous aurez pris une photo pendant une seconde et laissé rentrer de la lumière pendant une seconde. Si vous décidez de faire une demi-seconde, vous aurez de la lumière qui va rentrer pendant une demi-seconde. Donc vous voyez bien que la vitesse va grandement influencer la quantité de lumière qui va rentrer dans votre appareil photo. Ensuite, c'est l'ouverture. L'ouverture, c'est l'ouverture du diaphragme de votre appareil photo qui peut être tout petit ou très grand. On parle d'une grande ouverture, c'est un peu bizarre, on parle d'une grande ouverture quand votre chiffre que vous choisissez, parce que les chiffres de l'ouverture sont de f de 8 à f16. F de 8 qui est un petit chiffre, correspond lui à une grande ouverture, donc il laisse rentrer beaucoup de lumière, alors que le f16 correspond lui à une toute petite ouverture qui laisse rentrer moins de lumière. La vitesse, donc quand j'ai parlé avant, elle va influencer sur les flous. Donc si vous prenez une photo avec une trop petite vitesse, vos mouvements, même vos mouvements vous-même lorsque vous prenez votre photo vont faire que votre photo va être un peu floue, on appelle ça des flous de bouger. Ça va aussi influencer sur comment vous pouvez figer les mouvements d'un animal. Ça c'est un flou qui peut être voulu ou pas. Donc ça veut dire que si un oiseau, par exemple, il bouge ses ailes très vite, vous allez vouloir les figer ou pas. Mais là, vous allez pouvoir influencer sur la vitesse. L'ouverture, elle va vous permettre de jouer avec la profondeur de champ. Une grande ouverture va, elle, avoir une faible profondeur de champ, donc elle laisse rentrer beaucoup de lumière, mais elle a une faible profondeur de champ. La petite ouverture, elle, va laisser rentrer moins de lumière, mais elle aura une grande profondeur de champ. Donc la vitesse et l'ouverture sont ces deux éléments que vous allez pouvoir bouger. Et je parlais d'un troisième élément, c'est les ISO. Ça, c'est pas quelque chose qui est physique sur votre appareil photo, mais c'est le signal numérique qui peut être plus ou moins amplifié par votre appareil photo. Donc, il prend le signal de base et il va l'amplifier. Et donc, vous allez avoir un semblant de plus de lumière. Par contre, vous allez avoir plus de bruit qui vont affecter votre photo à ce moment-là. Donc, c'est bien d'avoir des ISO bas qui vous permettent d'avoir une photo plus propre et plus facile à traiter derrière. Donc en fait, il va falloir jouer avec ces trois éléments pour avoir une photo bien exposée. Et une fois que vous comprendrez bien ces trois éléments, vous arriverez à bien gérer votre exposition. Donc pour ça, il y a des modes qui peuvent être utilisés, des modes qui vont vous aider à bien gérer ces paramètres. Alors, là, quand on commence avec un appareil photo, généralement on utilise le mode tout automatique et il va gérer tout lui-même. Alors ça veut dire que la vitesse, vous n'allez pas la gérer et elle va peut-être être fausse et vous allez avoir du flou de bouger. Ou l'ouverture va être trop petite ou trop grande et vous n'aurez pas la profondeur de champ nécessaire. Enfin, c'est pas génial. Vous allez vite voir qu'en avançant, vous aurez plein de problèmes si vous continuez avec le mode automatique. Alors moi, j'utilise le mode manuel. C'est un peu l'opposé. Je choisis tous mes paramètres pour être sûr d'avoir vraiment ce que je veux. En fait,
je vais vous expliquer, je choisis pas vraiment tout parce que les ISO, je les mets en automatique. Quand j'ai choisi mes deux autres réglages, s'il n'y a pas assez de lumière, bah, il va monter les ISO. Et même si ça me plaît pas, bah, je sais que c'est nécessaire et donc il le fait. Par contre, s'il y a assez de lumière, ils vont rester bas. Donc c'est pour ça qu'ils sont automatiques. Par contre, je vais choisir les deux autres paramètres. Donc, généralement, je fais en sorte de choisir la vitesse la plus petite qui me permet de ne pas avoir le flou de bouger. Du coup, pour éviter ce flou de bouger, il suffit d'avoir sa vitesse qui est posée sur 1 sur la longueur focale de votre appareil photo fois le crop factor de votre appareil photo. Donc c'est assez facile. Donc si j'ai un objectif qui fait du 600 mm sur un Canon APS-C, et ben ma vitesse limite pour ne pas avoir le flou de bouger, ça va être 1 sur 600 fois 1,6 qui est le crop factor de l'appareil photo. Donc c'est globalement du 1 sur 900 tième de seconde. Par contre, si vous avez un full frame, bah, ce sera seulement 1 sur 600. Après, il faut savoir que si vous avez un objectif stabilisé, ça va influencer ça et vous allez pouvoir baisser cette vitesse. Vous allez pouvoir avoir une vitesse plus basse qui vous permettra de ne pas avoir le flou bouger. Donc ça, c'est à vous de connaître votre objectif, de savoir. Il faut faire un peu des tests pour savoir jusqu'à quelle vitesse on arrive à descendre et pour pas avoir un flou de bouger trop important ou pas en avoir du tout. Donc en mode manuel, ce que je fais, c'est que je choisis en premier ma vitesse et après je vais choisir mon ouverture. Généralement, je choisis la plus grande ouverture possible. Donc ça veut dire un f6, un f5.6 sur les téléobjectifs de milieu de gamme. Par contre, quand je sais qu'il y a beaucoup de lumière, je sais que j'ai pas forcément d'avoir la plus grande ouverture. Dans ce cas-là, je vais fermer un tout petit peu, à passer à f7, f8, parce qu'on sait que dans la plupart du temps, les objectifs ont un meilleur piqué à une ouverture un peu plus fermée. Et donc, avec mes ISO automatiques, en mode manuel, mes trois paramètres seront choisis. Donc ça permet d'avoir vraiment un contrôle presque total sur son exposition. Par contre, ça demande un peu du temps à changer les différents paramètres et ça peut être un peu difficile à appréhender au début. Vous allez voir qu'il y a un mode qui est plus facile à gérer et qui va vous donner quasiment les mêmes résultats. C'est le mode priorité vitesse qui s'appelle TV sur Canon, je ne sais pas sur les autres marques, mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est que c'est le mode qui va vous permettre de choisir votre vitesse et il va lui-même choisir automatiquement les ISO et l'ouverture. Et dans ce cas-là, en fait, c'est quasiment la même chose qu'en mode manuel. Je vais choisir ma vitesse en fonction de ma vitesse limite pour avoir le plus de lumière qui rentre. Ou si tout d'un coup on a beaucoup de lumière, vous allez choisir une vitesse plus élevée. Si vous voulez figer par exemple les ailes d'un oiseau, vous allez pouvoir monter beaucoup plus haut que votre vitesse limite. Ça aussi, ça va être utile. Mais disons que généralement vous n'aurez pas beaucoup de lumière, donc je me mets à une vitesse assez basse, mais qui reste au-dessus de ma vitesse limite qui va créer du flou de bouger. Ensuite que j'ai choisi la vitesse, il va lui-même choisir l'ouverture. Donc généralement, il va prendre l'ouverture la plus grande parce qu'il aura besoin de toute la lumière possible. Mais s'il en a assez, bah, il va fermer un petit peu. Et les ISO, bah, ils seront bas tant qu'il pourra et puis ils monteront de la même manière. Donc en fait, vous allez voir qu'en priorité vitesse et la façon que j'utilise le mode manuel, ça va être quasiment la même utilisation. En fait, la seule différence, c'est que c'est moi qui décide quand ou pas fermer un peu mon ouverture pour avoir un meilleur piqué sur le mode manuel. Mais disons que l'influence n'est pas très très grande. Ensuite, il y a le dernier mode, c'est le mode priorité ouverture. Dans ce cas-là, c'est l'inverse. La vitesse, elle est choisie et vous choisissez l'ouverture. Par contre, il faut faire attention. S'il choisit la vitesse, il va pouvoir choisir une vitesse qui est plus basse que votre vitesse limite. Et là, vous allez avoir une photo avec du flou. Dans ce cas-là, je pense que la plupart des appareils photo, maintenant, vous devez pouvoir mettre une vitesse limite dans ce mode à laquelle il ne va pas descendre. Et dans ce cas-là, vous pouvez être sûr que votre photo sera nette. Et pourquoi on utiliserait ce mode, en fait, c'est pour pouvoir gérer l'ouverture et surtout la profondeur de champ. Imaginez que vous avez 3 animaux sur 3 plans différents. Si vous prenez une photo d'un animal, par exemple, qui se trouve au premier plan avec une grande ouverture et donc une petite profondeur de champ, la profondeur de champ, c'est en fait la distance sur laquelle votre photo va être nette. Si vous avez une grande profondeur de champ, vous allez avoir sur tous les plans de vos photos quelque chose de net. Si vous prenez avec une faible profondeur de champ, vous allez avoir une photo qui est nette où vous avez choisi et derrière ou devant, elle sera plus nette. C'est par exemple ce qu'on a surtout en portrait. Si vous faites la mise au point et la profondeur de champ qui va nette sur le visage de la personne, et bien derrière, ce sera plus net et c'est ça qui va vous créer ces beaux flous.
Par contre, en photo animalière, c'est pas forcément ce qu'on veut. Si on a 3 animaux sur 3 plans, on les veut les 3 nets, et dans ce cas-là, on va falloir gérer son ouverture pour que les 3 animaux soient nets, donc avoir une ouverture généralement plus petite, un F8, F11, F12, F14. Et dans ce cas-là, votre vitesse va soit baisser, soit vos ISO vont monter pour compenser ces manques de lumière qui arrivent par l'ouverture. En fait, le mode AV va surtout être utilisé dans ce cas-là. Donc je récapitule, soit le mode manuel, soit le mode priorité vitesse, la plupart du temps, 90% du temps, vous allez régler votre vitesse au plus bas ou en fonction de l'animal que vous voulez figer. Et finalement, le mode ouverture que vous allez utiliser moins souvent si vous voulez gérer votre profondeur de champ. Si vous trouvez en mode priorité ouverture ou vitesse et que vous vous rendez compte que votre exposition n'est pas bonne, il y a moyen de changer. Il y a moyen de changer ça. Par contre, c'est pas en changeant les paramètres que vous avez choisis dans ces différents modes que vous allez pouvoir changer votre exposition. Parce que, par exemple, en disant que vous êtes en priorité vitesse et que vous avez choisi une vitesse donnée, et bien dans ce cas-là, vous vous rendez compte qu'il y a trop de lumière. Vous allez vous dire, ah bah je vais faire une vitesse plus rapide. Comme ça, la photo, elle laissera rentrer moins de lumière et elle sera moins surexposée. Vous vous rendez compte que votre appareil photo, pour lui, il avait choisi avant l'exposition juste et il s'est dit, ah bah c'est toujours cette exposition qui est juste, donc si il a augmenté sa vitesse, ça veut dire qu'il faut que s'il peut, soit qu'il monte les ISO, soit qu'il l'ouvre plus grand pour entrer plus de lumière, pour avoir la même exposition qu'avant. Dans ce cas-là, vous n'allez pas vous retrouver avec une exposition plus juste qu'avant, selon vos goûts. Ce sera la même pour l'appareil photo. Par contre, dans ce cas-là, il y a la petite barre que vous trouvez en dessous, je la montrerai sur une image. Vous voyez, cette barre vous permet d'ajuster votre exposition de plus 1 stop, 2 stops, 3 stops, moins 1, moins 2 stops. Et là, dans ce cas-là, lui, il va dire, ah, celle que je prends juste en exposition, c'est pas celle-ci. Dans ce cas-là, je vais changer mon exposition en fonction de ce que m'a dit le photographe. Et donc, si vous êtes sur ces deux modes et que vous voulez changer votre exposition, il faut passer par cette correction d'exposition et non pas en changeant votre vitesse ou votre ouverture. Donc maintenant on en vient à comment savoir si notre photo elle est surexposée ou sous-exposée. Ça vous le voyez peut-être déjà lors de la preview de votre photo, ou sinon vous pouvez aller sur les histogrammes de la photo et là vous allez voir des courbes en fait sur un rectangle, et ces courbes il faut qu'elles soient centrées ou un peu légèrement sur la droite, mais il ne faut pas qu'elles touchent soit le bord droit soit le bord gauche. En fait, ce carré correspond à la quantité de lumière, et si vous êtes tout à droite, vous avez beaucoup de lumière, tout à gauche, vous avez peu de lumière. Et en fait, si votre courbe elle va se coller à droite, vous aurez trop de lumière, et là vous vous rendez compte que vous avez des parties de la photo qui sont cramées, et si l'histogramme est tout à gauche, vous allez vous rendre compte que la photo elle est bouchée et que là vous n'avez pas assez de lumière qui rentre dans votre appareil photo. Je vous mets une vidéo, je crois, de déclic numérique, qui est une bonne vidéo sur l'histogramme et comment les utiliser. Ce sera un peu plus complexe cette vidéo, mais c'est juste pour que vous sachiez qu'il faut utiliser cet outil-là si à première vue vous ne vous rendez pas compte si votre photo elle est bien exposée. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on verra des photos et on va parler composition. Donc à bientôt.